Notre sixième clé va, si j'ose dire, ouvrir les portes de l'immunologie. L'image de clé, d'ailleurs, est ici particulièrement bienvenue pour parler de barrières de défense et des rapports antigènes-anticorps. Les procédés de défense contre les agressions microbiennes, virales, toxiques sont de mieux en mieux connus. Et les avancées de l'immunologie ont mis en évidence la singularité biologique de chaque individu, également les mécanismes de protection et de reconnaissance du soi à la frontière du non-soi, quelque chose comme une reconnaissance du dedans et du dehors, la détermination des risques que peut causer l'agresseur étranger, et les études menées sur les groupes sanguins, sur les tissus, sur les réactions du système immunitaire, les travaux autour du sida apportent une confirmation des hypothèses fondamentales de l'immunologie. Notre organisme a donc en principe les moyens de se défendre, enfin les moyens de s'adapter et de se défendre, du moins dans certaines limites. Et il le faut bien, puisque dans un environnement qui peut être quelquefois clément, il est aussi le plus souvent agressif. Effectivement, l'homme rencontre dans son environnement des intempéries, dans la forêt vierge des fauves, des insectes, puis des toxiques, des venins, des poisons, du bruit, des transports insolites, des agressions diverses, mais le récit de l'histoire est accompagné de terrifiantes descriptions d'épidémies, de pestilences. La peste répand sa terreur sous Périclès, elle apparaît autour de 1350 et elle fait disparaître le tiers de la population de l'Europe. La lèpre est encore présente dans le monde en grande quantité et 100 millions de malades sont atteints de paludisme. Ce qui fait qu'en 1945, on a vu réapparaître le typhus. En 1985, les fièvres jaunes ont attaqué le Nigeria. Et de longue date, à propos de ces épisodes où l'homme est agressé par une série de choses qu'il ne connaissait pas, on parlait de miasme, puis de pestilence. Et il a fallu arriver à l'ère pastorienne au XIXe siècle pour que Pasteur puis Koch parviennent à découvrir les bactéries que Kohn a nommées ainsi en 1857. Et Sédillon, en 1978, les a appelés microbes. Ceci a été reconnu par le grand Littré. Et finalement, ce terme a été adopté partout. André Lvoff ayant récemment demandé en 1960 que les virus soient mis à part car ils ne contiennent qu'un filament très spécial d'acide désoxyribonucléique. Donc l'homme est plongé dans ce monde végétal microbien. Nous vivons là et la survenue d'une maladie infectieuse va apparaître liée tantôt à une exaltation de la virulence du germe, et on voit apparaître des épidémies ici ou là, tantôt à la chute de résistance de l'individu qui en est atteint. Alors dans tous les cas, c'est quand même le système immunitaire qui est chargé de présenter les barrières à toutes ces invasions. Ce système immunitaire est effectivement un très vaillant gardien. C'est un vaillant gardien, mieux connu depuis quelques années, mais le premier qui en avait bien indiqué l'existence a été Metchnikoff. Metchnikoff a distingué les immunités naturelles, certaines espèces animales n'attrapent pas les maladies d'autres, et les immunités acquises après vaccination ou après une maladie. Quand on est atteint d'une varicelle, très souvent, on ne refait pas une deuxième fois une varicelle et il s'est constitué quelque chose de mystérieux qui est une mémoire cellulaire de l'immunité. Cette immunité a été ensuite abordée par Landsteiner d'une autre façon, car en 1905, il a découvert que chaque homme était porteur d'un groupe sanguin différent. Il a découvert le système ABO. Il devait découvrir en 1940 le système Rhesus, et ce système des groupes sanguins qui repose lui aussi sur une immunité, puisque chaque globule rouge est porteur d'un antigène auquel répond une partie spécifique qui est un anticorps. Donc on a progressé dans l'étude de ce système immunitaire et on a différencié trois modes de fonctionnement. Le premier, c'est celui qui a pris pour nom la phagocytose, qui elle est très connue depuis longtemps. Elle est l'œuvre des globules blancs et parmi les globules blancs des neutrophiles. Ces neutrophiles se précipitent dès qu'arrive un agresseur étranger qui franchit les barrières de la peau ou des muqueuses et va réaliser une sorte d'inflammation. L'agresseur est instantanément cerné par des hordes de polynucléaires qui viennent et qui vont entraîner, avec tous les produits qu'ils sécrètent, et avec des produits qui sont les stimulants de l'inflammation comme les prostaglandines, le dernier trouvé étant l'interleukine ou les facteurs de croissance des fibroblastes, des réactions spéciales que nous connaissons tous lorsque nous avons une plaie. La plaie devient rouge, chaude, tuméfiée et douloureuse. Ceci est l'inflammation.
La deuxième réaction est une réaction un peu différente. Lorsque des particules inertes ou des produits protéiques insolites pénètrent la barrière cutanée ou muqueuse, se mettent en œuvre des cellules beaucoup plus importantes du sang, qu'on appelle les macrophages. Ces cellules sont beaucoup plus grosses. Elles font office au fond un peu d'éboueurs et elles vont nettoyer l'endroit de ce qui peut être dangereux. Et puis le troisième groupe est d'une actualité infiniment plus récente, ce sont les lymphocytes. Les lymphocytes se différencient en deux groupes, les lymphocytes B de la bourse de Fabricius de l'oiseau et les lymphocytes T qui sont fabriqués dans le thymus, glande qui s'atrophie chez l'adulte normalement. Ces lymphocytes ont une fonction fondamentale et ils sont maintenant beaucoup mieux connus. On sait qu'il y a des lymphocytes qui stimulent la croissance d'autres lymphocytes, que certains fabriquent des anticorps et que toutes ces réactions cellulaires vont être transmises. Les lymphocytes gardent la mémoire de l'agresseur, ils gardent la mémoire du produit qui peut le neutraliser, et ces lymphocytes ont une importance considérable. Ils ont des réactions de reconnaissance, de neutralisation et d'épuration. Et c'est eux qui vont être au premier plan de la lutte lorsqu'on aura affaire à certaines réactions d'hypersensibilité ou de mise en jeu du système immunitaire. Alors j'ai donc retenu qu'il y avait 3 niveaux de défense, et comment est-ce que ça se met en œuvre ? Dans quels endroits, de quelle façon ? Eh bien, ce système de défense va fonctionner avec 2 grands aspects. Le premier, c'est l'aspect cellulaire que nous venons de voir. Le deuxième, c'est la fabrication de molécules qui vont spécifiquement neutraliser les molécules protéiques ou certains virus, certaines molécules portées par les virus ou par les microbes, et qui vont les neutraliser et qu'on appelle les anticorps. Ces anticorps ont une action fondamentale et se retrouvent dans tous les cas. On les a mieux analysés maintenant. On sait qu'il y a des chaînes légères pour fabriquer ces anticorps, des chaînes lourdes, des immunoglobulines de divers types qui sont de type M, A, G, dénommés selon un certain nombre de codes, et des immunoglobulines E qui sont impliquées dans les processus allergiques. En effet, lorsque le système de défense immunitaire est sollicité, il va donner lieu à un certain nombre de réactions paroxystiques. La première et la mieux connue est la réaction d'allergie. Tout le monde connaît des gens qui, à l'occasion du printemps, sont sensibles au pollen et déclenchent des crises d'asthme. Ou certains autres qui, à l'occasion de la position d'une teinture sur une main, font une crise d'urticaire ou d'eczéma. Là, on est dans la position d'une réaction excessive. On est dans la position de réaction excessive du système immunitaire, et la réaction allergique va entraîner la libération de toutes sortes de produits, dont l'histamine, avec des édèmes qui pourront être sur la peau ou sur les muqueuses, et qui vont être des réactions tout à fait explosives, avec des sortes de suffocation ou des réactions aux piqûres d'insectes ou à certains médicaments. Cette allergie avait été décrite par von Piquet en 1907. Le deuxième type de réaction, c'est une réaction qui est à l'égard de composants que le corps lui-même renferme. Un beau matin, certains produits du corps deviennent mal tolérés et il y a une tolérance à soi-même qui s'altère pour un organe, par exemple la thyroïde ou bien certains globules rouges. Et on va voir apparaître ce qu'on appelle l'auto-immunité. On l'a appelé l'auto-agression pendant un moment. L'organisme devient agressif à l'égard des propres molécules qui le composent. Et ceci est médié par les lymphocytes. Il y a ici toute la théorie du clone interdit. Tout un groupe cellulaire se met en ordre de bataille à l'égard d'un autre groupe cellulaire du corps. Et il y a une bataille qui s'ensuit avec des destructions d'organes ou des toxicités beaucoup plus importantes. Le troisième type de réaction excessive a été appelé l'anaphylaxie. C'est une maladie que Richer et Portier ont décrite en utilisant des actinies autour de 1902. Et après injection chez le chien de certaines substances extraites de produits marins qui réalisent une sorte de mise en condition, l'injection déclenchante qui intervient 8 à 10 jours après va être une maladie fluxionnaire dramatique qui fait un choc anaphylactique. La tension artérielle du chien s'effondre, il fait des édèmes partout et en quelques heures, il est mort. Il y a donc là une réaction de sensibilisation, puis de déclenchement d'un phénomène dramatique qu'on peut parfois voir sur la peau. Le quatrième type de réaction est en rapport avec des réactions immunologiques qui vont être retardées, qu'on observe dans la tuberculose, dans les maladies de la fièvre de Malte, et qu'on appelle la réaction d'immunité retardée, avec ces cutis que vous connaissez pour les avoir vus pratiquer chez les enfants. La cinquième réaction, c'est celle qui s'exerce à l'égard du greffon. Lorsqu'on met une greffe d'un animal ou d'un homme chez un autre animal, la compétence et l'histocompatibilité se déclenchent. S'il y a une mauvaise histocompatibilité, si les tissus ne sont pas compatibles entre eux, le greffon
attaquera l'hôte et l'hôte va tenter de neutraliser et d'expulser le greffon. Et enfin, la dernière, mais qui commence seulement à être connue, c'est la réaction d'hypersensibilité à l'égard des tumeurs. Et on a mis en vedette depuis les années 55 la possibilité de réaliser des immunités contre les tumeurs qui sont encore à titre expérimental, mais qui ont motivé de grandes espérances au point de vue de la thérapeutique chez l'homme. Donc, le système de défense, quand il fonctionne très bien, ça va. Quand il fonctionne trop, ça peut ne pas aller. Mais alors, il y a le système inverse, c'est-à-dire la défaillance du système immunitaire. Alors, les déficits immunitaires sont effectivement connus, mais depuis peu longtemps, on savait que certaines personnes ne réagissaient pas au vaccin. Mais à partir de 1952, on a décrit des sujets qui étaient incapables de résister aux infections. Soit qu'ils ne fabriquent pas suffisamment de lymphocytes ou de polynucléaires, soit qu'au contraire, ils soient inaptes à la fabrication des anticorps. Et l'on a pu voir dans les semaines qui ont passé, ces enfants élevés complètement en milieu aseptique, sous bulle, jusqu'au moment où on peut faire chez eux une greffe de cellules hémoformatrices qui seront tolérées et qui pourront permettre de les défendre contre les microbes qui les agressaient de façon très importante. Il y a là quelque chose qui est très intéressant et qui est une ouverture. C'était des déficits congénitaux qui entraînaient la mort des enfants à l'âge de 6 mois à 1 an dans des tableaux infectieux que nul ne pouvait maîtriser, même les antibiotiques. Il y a d'autres déficits immunitaires qui peuvent être acquis, qui sont observés par exemple lorsqu'on fait des irradiations complètement à la limite des possibilités chez les animaux. Et ce problème est utilisé, par exemple, dans le traitement des leucémies aiguës. On irradie le sujet d'une façon qui est presque mortelle et on profite de cette tolérance immunitaire qui est ainsi instituée pour greffer des cellules. On a observé malheureusement ce type de problème chez des malades soumis à des chimiothérapies très importantes. Est-ce que maintenant on peut aborder les différents types d'infections, de parasitoses, enfin les différents types d'agressions et les classer d'une certaine façon? On peut les classer de plusieurs façons. La première et la plus importante avec laquelle les médecins ont eu à lutter est réalisée par les infections microbiennes, parasitaires et virales. Ces microbes, parasites et viraux sont tous identifiés. On en connaît un très grand nombre, on en décrit à nouveau tous les ans. On peut les regrouper d'une part en bactéries qui vont être classées selon leurs affinités de décoloration, en grammes positifs ou grammes négatifs, pour les plus importants, ce qu'on appelle les pyogènes, c'est-à-dire le streptocoque, l'agent du furoncle, l'agent de l'eczéma, l'agent de la coqueluche, l'agent de certaines toxi-infections comme le tétanos ou la diphtérie, mais il y a également de très nombreux microbes qui ne sont pas là-dedans, qui sont par exemple les microbes de la tuberculose, ceux de la lèpre, les spirochètes, ceux de la syphilis, ceux des maladies comme les fièvres récurrentes, les leptospiroses. Il y a des rickettsioses qui sont les agents des typhus, des chlamydiés qui peuvent donner le trachome ou certaines urétrites, et enfin des virus qui sont très nombreux, on n'a jamais fini de les répertorier, mais on les a classés. Au point de vue clinique, on peut les classer en virus responsables de fièvre éruptive, comme la rougeole, la roséole, la rubéole, la varicelle, l'herpès, la variole, de virus responsables de maladies respiratoires, de virus entérovirus, qui sont plutôt à affinité digestive et qui sont les agents de certaines poliomyélites, et puis ensuite des virus qui ont comme affinité le système nerveux et les encéphalites. Pourquoi certains virus vont-ils dans l'encéphale? Pourquoi d'autres ne vont qu'électivement sur la peau? Pourquoi d'autres encore n'atteignent que le tractus respiratoire ou les ganglions? Là, l'inconnu est total. Chaque microbe a son affinité pour un tissu déterminé, et là, nous ne savons pas très bien comment faire. À côté de ce premier grand groupe, il existe des mycoses, c'est-à-dire des maladies dues à des champignons, l'invasion par ces champignons qui peuvent être plus ou moins nombreux, qui réalisent par exemple l'histoplasmose qui était mortelle dans les pyramides pour ceux qui exploraient les tombeaux des pharaons, l'histoplasmose, mais bien plus banalement le muguet ou ce qu'on a appelé les candidoses. Et puis enfin, on a des parasitoses qui regroupent d'un côté des protozoaires, agents du paludisme, de l'amibiase, de la maladie du sommeil, de la toxoplasmose, et d'autres au contraire qui vont être des parasites vermineux, comme les vers, du ténia, et de ces grandes pandémies africaines que sont les bilharzioses, les filarioses
et plus rarement les douves. Et il y a aussi les insectes qui peuvent être des facteurs d'infection, soit par leur venin, soit par ce qu'ils transportent. Et finalement, dans ce monde qui est à la fois microbien, viral, parasitaire, on n'a pas fini d'inventorier, comme vous le disiez. Et face à cet environnement avec lequel nous vivons, à l'extérieur comme à l'intérieur, parce que nous avons des microbes dans notre organisme, dans notre bouche, dans notre vessie, dans notre intestin. Ce sont d'ailleurs parfois de très bons auxiliaires de la nutrition. Alors, devant toutes ces choses, c'est-à-dire ces éléments positifs, négatifs, eh bien, l'organisme va devoir se défendre par des lignes de défense. Mais hélas, elles peuvent être débordées. Les premières lignes de défense vont être la peau et les muqueuses, par lesquelles se marque notre séparation d'avec ce qui est le monde extérieur. Alors la peau, elle est lésée quand on se blesse, quand on se fait une coupure, quand on est blessé. Elle peut être, s'il y a une petite plaie, certains microbes ont une grosse affinité pour la peau. Il suffit de se gratter pour avoir une plaie infectée, un furoncle au niveau d'un follicule sudoripare, et c'est par la peau qu'entrent les bacilles de la gangrène gazeuse ou ceux encore plus redoutables du tétanos, qui sont tout à fait dangereux. Donc la peau est un rempart admirable qui résiste aux acides, qui résiste aux alcalis, qui résiste à la température, qui résiste aux microbes et qui de temps à autre se trouve débordé. On aura lieu à ce moment-là d'avoir tout un grand nombre de maladies dermatologiques qui sont, pour certaines microbiennes, pour d'autres le résultat d'un conflit de défense et pour d'autres en rapport avec quelques maladies de la peau qui n'ont aucune explication encore, ou des maladies de système comme la sclérodermie. Le psoriasis n'a pas d'explication cohérente, ni virale, ni toxique. On commence à s'en approcher, mais on est loin encore du compte. Les portes d'entrée haute, ce sont les muqueuses. Première muqueuse, la muqueuse respiratoire. Certes, elle est fortement armée. Il y a des réchauffeurs, il y a des cellules ciliées qui attrapent les microbes, il y a toutes sortes de produits qui vont les neutraliser, qui sont des anticorps de surface qui existent dans ces endroits, mais les muqueuses du rhinopharynx se sont lésées au cours des angines, au cours des infections stomatologiques, au cours des pharyngites, et on aura des rhinopharyngites, des bronchites, et par là même, parfois des pneumonies, parfois d'autres phénomènes. Tantôt la maladie reste localisée aux voies respiratoires supérieures, tantôt elle va diffuser par contiguïté vers le poumon. La muqueuse digestive est beaucoup plus armée. Elle est beaucoup plus armée jusqu'à l'estomac. Mais l'intestin, lui, est désarmé. Il y a un chyle qui est un lieu de prolifération, et ça va être le lieu électif où les colibacilles, les entérocoques, les microbes de la typhoïde, ceux de la fièvre de Malte, le parasite de l'amibiase vont pouvoir se glisser dans l'intestin et y faire des dégâts, puis de l'intestin gagner le système porte ou le système lymphatique. Et enfin, il existe une muqueuse qui est la muqueuse génitale, qui, elle, est tout à fait apte à recevoir des microbes, et c'est là que se situent les maladies sexuellement transmissibles, dont je ne citerai que deux d'entre elles. L'une est la syphilis, qui donnait lieu à un chancre initial, à une période secondaire avec des éruptions et des phénomènes méningés, et à une période tertiaire caractérisée par des gommes qui attaquaient tantôt l'aorte, tantôt plus souvent le système nerveux en donnant de grandes démences ou des maladies spéciales qu'on appelait le tabès. Les autres maladies sont moins fréquentes, la chancrelle, la maladie de Ducré sont moins répandues, mais par contre les blénorragies et les urétrites, elles, peuvent être dues soit au gonocoque, soit à des virus. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ces muqueuses, elles constituent une première zone de barrage. Si la muqueuse est suffisante, l'infection reste localisée et n'entraîne pas de retentissement à distance. Si au contraire la muqueuse est fragile ou si les anticorps qui arrivent sur la muqueuse sont de mauvaise qualité, à ce moment-là, le microbe franchit la muqueuse et à l'occasion de lésions des veines qui drainent ces diverses muqueuses ou la peau, va se faire une infection généralisée qui va revêtir un masque septicémique. Brutalement, alors que l'infection paraissait bénigne, un sujet saisi de frissons épouvantables, a une rate qui augmente de volume, on trouve à l'occasion d'un accès thermique qui monte à 40 des microbes présents dans son sang par les procédés de l'hémoculture, et on va avoir des microbes qui vont diffuser dans l'ensemble du corps et mettre ce sujet en péril. Alors où vont ces microbes ?
eh bien, ils peuvent aller n'importe où. La première catastrophe, c'est la migration vers la méninge. Très souvent, à partir du rhinopharynx, le microbe envahit la méninge, et on sait que chez le nourrisson, par exemple, les méningites de néonatologie sont redoutables et très difficiles à traiter, malgré la très bonne qualité des antibiotiques actuels. Il va vers la méninge, là il faut le dépister tout de suite, il faut faire une ponction du liquide céphalorachidien, il faut savoir comment est ce microbe, l'étudier au point de vue de ces antibiotiques et voir si on peut l'éradiquer. D'autre part, le microbe peut déclencher des phénomènes tout à fait particuliers et entraîner des coagulations à l'intérieur des vaisseaux qui peuvent se saisir en n'importe quel endroit et réaliser de minuscules embolies. Enfin, ces microbes peuvent aller tantôt vers l'endocarde, où ils réaliseront des lésions, tantôt ils peuvent aller vers le poumon, où ils feront des abcès pulmonaires, vers les reins, des abcès du rein, vers les os, des ostéomyélites ou des arthrites purulentes, ou vers le tractus digestif, où ils réaliseront de grands dégâts. Les circonstances, chez l'enfant, il faut agir vite et fort. Dans d'autres circonstances, sous les tropiques, on sera amené à regarder s'il ne s'agit pas d'un paludisme, s'il ne s'agit pas d'un typhus, s'il ne s'agit pas d'une amibiase. Et lorsque, par exemple, est intervenue une morsure, on pourra suspecter la rage et on sait combien il faut être prudent dans ces domaines. Quand ce débordement existe, le médecin est tout de même là pour intervenir. Le médecin est là pour intervenir. Autrefois, nous étions très désarmés. La découverte des arsenicaux en 1905 comme traitement de la syphilis a été une panacée fantastique à l'époque. La découverte du sérum antiméningocoque était admirable. Mais en fait, c'est à partir des sulfamides en 1937 et de la pénicilline en 1943 qu'a éclaté la révolution antibiotique qui a fait réduire la pathologie infectieuse de environ 30% des malades hospitalisés à moins de 5% actuellement. Et cette thérapeutique curative a été admirable. Ce n'est pas le lieu ici d'énumérer tous les antibiotiques et la façon de s'en servir. Il faut savoir que cette thérapeutique doit être très minutieuse, que l'antibiotique constitue vraiment le salut dans les méningites ou les septicémies, qu'il est admirablement efficace dans la plupart des infections et qu'il est responsable de l'éradication d'un très grand nombre de maladies dans le monde. Nous le verrons lorsque nous parlerons de la prévention. Par contre, si les antibiotiques sont inactifs, alors on peut avoir recours à d'autres produits, les immunoglobulines, et parfois, actuellement, on peut recourir à des produits anti-inflammatoires, on peut recourir à des produits comme les anticorps, on est en train de préparer des anticorps monoclonaux, et ce domaine-là risque d'être révolutionné dans les années qui viennent. Bon, voici pour les maladies infectieuses. Mais il y a d'autres maladies qui ne sont pas à proprement parler infectieuses, d'ailleurs pour lesquelles on n'est pas absolument certain de ces choses. Certaines d'entre elles, devant elles, on est encore dans le doute. Et celles contre lesquelles on est inquiet, c'est le cancer. On sait que pour le cancer, on se dit qu'actuellement intervient brutalement une capacité de prolifération anarchique de certains groupes de cellules. Pourquoi certains parlent de virus oncogènes, notamment les virus riches en ADN comme les papovavirus, des virus riches en ARN comme agents des leucémies. Et il a fallu que d'abord on ait les sarcomes de Roux, puis ensuite les lymphomes de Burkitt et les travaux de Gross, qui a permis de voir que les leucémies étaient transmissibles et que dans le phénomène de Burkitt existait d'une part un virus, d'autre part des phénomènes d'environnement. Ceci était très très important actuellement. On sait qu'à partir de ces cellules, les cancers se différencieront en épithélioma ou en sarcome, mais on sait que dès maintenant, il y a des réactions immunitaires qu'on ne saisit pas à propos des cancers et dans lesquelles on se doute que le système immunitaire a une défaillance importante et probablement sélective. Est-ce que ceci est en rapport avec le vieillissement ? Car les cancers ont une fréquence qui est beaucoup plus grande à partir de 35, 45 ans, 55 ans, et puis ils décroissent un petit peu et les phénomènes des cancers de l'enfant sont heureusement rares. Bien, alors avec les virus, avec le système de défense anticancéreux, les problèmes de l'interleukine, l'intervention de multiples facteurs sanguins que l'on est actuellement en train d'étudier, il me semble que se trouve là une espèce de complexe extraordinaire dont on peut attendre des résultats considérables, mais pour lesquels aussi on est souvent dans de grandes interrogations. Enfin, l'ensemble de ce secteur de recherche a quand même été très stimulé d'une façon tout à fait saisissante par la découverte du sida. Le syndrome de immunodéficience acquise a confirmé l'ensemble des données actuelles sur le système immunitaire. Le virus HIV
Human Immunodeficiency Virus, découvert par Montagnier et son équipe à Pasteur en 1983, est inoculé par le sang d'un individu contaminé ou par son sperme. À partir de là, il détermine la destruction des lymphocytes gardiens de l'immunité, ceux-là même qui assurent la défense antivirale. Et à partir de ce moment, lorsque les lymphocytes seront victimes et presque détruits, il n'y aura plus de possibilité de défense. Et du fait de leur absence, ce malade aura soit des infections tout à fait particulières utilisant des germes qui habituellement ne sont pas dangereux, ou alors pourra terminer son existence en étant victime d'un cancer ou d'un sarcome de Kaposi. Aussi, c'est là bien vérifié que ces champs de recherche sur la maladie infectieuse et sur le cancer, par l'intermédiaire de ce monde extraordinaire des virus qu'a abordé la biologie moléculaire, est un monde plein de fertilité au point de vue de notre connaissance. Les autres problèmes contre lesquels on aurait à se défendre seraient certes les toxiques, la pollution, nous en parlerons peut-être une autre fois, l'ignorance, l'exclusion, l'inadaptation sociale, mais c'est là autre chose que ce dont nous parlions aujourd'hui. Et j'aimerais terminer sur cette phrase de Charles Nicholl, qui disait dans élève de Pasteur, prix Nobel de 1928 pour avoir découvert que le pouls transmettait le typhus, il disait dans l'un de ses ouvrages « Les maladies infectieuses sont les compagnes fatales, constantes de notre vie. Elles sont des réactions de notre organisme à l'égard des infiniment petits qui nous entourent. Il en naîtra de nouvelles, il en disparaîtra lentement quelques-unes, celles qui subsisteront ne se montreront plus sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. » Et il y a là quelque chose de prophétique lorsqu'on voit combien la pathologie infectieuse a évolué dans les 50 dernières années qui viennent de passer. Il en naîtra de nouvelles, il en disparaîtra lentement quelques-unes, celles qui subsisteront ne se montreront plus sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Et il y a là quelque chose de prophétique lorsqu'on voit combien la pathologie infectieuse a évolué dans les 50 dernières années qui viennent de passer. Je vous rappelle que ces entretiens font l'objet d'une publication, sous ce même titre d'ailleurs, 12 clés pour la médecine, et que ce livre est publié aux éditions Belin. Vous devez le trouver dans toutes les bonnes librairies.